Le 22 décembre 2010 ici. Que les militaires de Bia ont lancé la sauce. Oui, non. Dans l'affaire de Gbagbo. Anissa a vu son ami. Donc, aujourd'hui, la vérité de la lutte contre l'impérialisme français en particulier s'est étalée à la Cour pénale internationale de Mont. Et aujourd'hui, Gbagbo est libre comme devait l'être depuis 8 ans. Ceux qui ont cru que la position de la France sur la situation en Côte d'Ivoire était à l'avantage des Africains ont vu qu'ils n'ont même pas pu tenir cette imposition. Aujourd'hui, coïncidence de la nature révolutionnaire, 15 janvier 71, Ouagnier se libère de cette terre et monte au ciel de la Révolution. 15 janvier 2019, Gbagbo est libéré. Après avoir joint ces deux dates, président Anissé Kaner, vous êtes satisfait de ce que les soutiens et les messages qui allaient dans le sens de la libération, parce que vous, on connaît que c'est vous qui avez porté ce flambeau au Cameroun avec le Manidem. On a vu Marianne Simone et Kaner partir en Côte d'Ivoire, en France, avec Abdelaziz Moundé pour réclamer la libération de Gbagbo. Et aujourd'hui, cet acquittement, une réaction encore à chaud par rapport à tous ces soutiens. C'était inévitable. Ça aurait été difficile de garder Gbagbo en prison. En réalité, leur problème, c'était comment s'en sortir le mieux possible. Et il a été étalé depuis longtemps l'imposture de l'emprisonnement de Gbagbo. Aujourd'hui, ils sont obligés de le relâcher. Moi, je ne pense même pas que c'est la victoire de Gbagbo en tant qu'individu. C'est la victoire d'une dynamique africaine de retour à notre souveraineté. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Est-ce qu'il n'y a pas des zones de critique, des zones troubles qui n'ont pas joué leur rôle, que vous peut-être pouvez mentionner comme ça à l'attention des Africains? On sait qu'il y a beaucoup qui étaient défaitistes et qui étaient même en train de penser que Gbagbo méritait le sort, parce qu'on connaît très bien que c'est le noir qui est l'ennemi du noir. Non, le noir n'est pas l'ennemi du noir. Non, s'il n'y avait que des militants pour la lutte révolutionnaire, il n'y aura pas de lutte révolutionnaire. C'est parce qu'il y a des adversaires de la révolution qu'il y a la lutte révolutionnaire. Donc nous avons intégré depuis longtemps que nous aurons toujours des adversaires coriaces en face de nous. C'est ce qui fait le chic de la lutte. Frantz Fanon disait que je suis heureux parce que je lutte. C'est notre situation. Voilà, une question de M. Jonah Martin. Il demande si les libérations des prisonniers africains de la CPI ouvrent-elles la porte aux impunités dans les États où les abus multiples sont commis vis-à-vis des peuples par les régimes totalitaristes. Ouais, de toutes les manières, nous nous arrangeons nous à régler les comptes aux ennemis de la libération de l'Afrique, qu'ils soient africains ou pas. Chaque peuple doit régler ses problèmes en son sein. Nous n'avons pas besoin d'une fabrication étrangère pour régler nos problèmes. C'est pour ça qu'il faut fustiger tous ceux aussi, comme au Congo, où les candidats à la présidence ont tous leurs parents étrangers. Comme au Cameroun, où les gens s'en remettaient à la communauté internationale pour régler notre problème. Il vaut mieux qu'on les règle entre nous. Même si on n'arrive pas à venir à bout du système, il vaut mieux encore qu'on règle nos propres problèmes par nous-mêmes. Président Anissé Kaner, vous êtes en train de parler de monsieur le président Maurice Kamto, qui ne doit pas attendre certainement quelque chose de l'étranger, mais vous demandez qu'il fasse quelque chose avec les Camerounais, c'est-à-dire avec tous ceux qui veulent le changement de l'intérieur. Mais vous êtes un soutien du président Kamto. Voilà. On l'a dit, on l'a reçu dans notre permanence, on le lui a dit qu'il vaut mieux qu'on soit entre nous. Qu'on se tape dessus, qu'on ne soit pas d'accord, mais il vaut mieux qu'on soit entre nous et qu'on règle nos problèmes. Et on va les régler. Vous savez, bon, Bia,
une goutte d'eau dans l'histoire d'un peuple. 36 ans, c'est une goutte d'eau. Dieu quand même. 36 ans, c'est une goutte d'eau. Dans l'histoire d'un peuple, 36 ans, c'est rien du tout. Même plus un peuple se bat, plus il trace sa ligne. Dans les pleurs, les grincements de dents, les douleurs, le sang, plus sa voix sera royale. Oui, président Anissé Kane, Karine Le Transit demande comment assurer la sécurité de Laurent Gbagbo actuellement, puisque nous tous nous savons que nous l'aimons et nous aimons ses jugements. Comment peut-on assurer donc la sécurité des personnes qui vivent? Quand on se rappelle d'une des chansons de Bob Marley, Redemption Song, où la plupart des leaders ont toujours été laissés à la traîne et on les a tués devant nous. La meilleure sécurité de Gbagbo, c'est sa lutte. Aujourd'hui, il est immunisé contre ce genre de dérive. Quand vous luttez, vous mettez en sécurité. Un message à l'attention des Camerounais qui vous regardent pour les meilleurs vœux de la nouvelle année. Vous qui m'avez soutenu, président Anissé Kane, lorsque j'étais à la prison centrale de Douala, plusieurs fois vous avez organisé des quêtes visant à me redonner un peu de sourire en prison avec Marianne Simone Kane. Président Anissé Kane, vous étiez au tribunal lorsque Issama était en train d'être persécuté par la juge Mbangen Doumbé. Vous avez même pris ma place et décidé de vous porter garant physiquement pour retourner à la prison centrale de Nebel pour qu'on me libère. Président Anissé Kane, devant cette victoire où le délégué du gouvernement enfin accorde les places Douala Mangabel, les places Ruben Ouniobe, les places Eboalotine dans la ville de Douala, êtes-vous satisfait ou bien il faut encore plus? Non, 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 bah, c'est un début, tant mieux qu'il ait compris qu'il faut commencer. Mais Ouniobe doit être à la place de Leclerc, pas à Dakar. Donc notre combat contre Leclerc continue. Parce qu'il a pris la place de Ouniobe. Mais président Anissé Kane, vous voulez dire qu'aujourd'hui vous êtes capable d'aller là-bas à Bonador, de couper encore la tête du français là, même comme il est dans une barrière? Non, moi je n'ai pas la solidité de Sama. Vous êtes en direct bien sûr, vous êtes près d'une centaine de personnes partagées. Le président Anissé Kane vient de partager son avis par rapport à l'acquittement de Laurent Gbagbo et je suis bien sûr entouré des grands hommes politiques également. Je ne sais même pas son plan. Une réaction par rapport à l'acquittement de Laurent Gbagbo. D'abord, en tant qu'Africain, je suis ému d'une part et je prends acte de cette décision. Évidemment, en tant que défenseur des droits humains, parce que vous le savez, moi, Alex Gustave Azibazé, je suis engagé pour l'impunité des puissants. Et un dirigeant d'État est impuissant. Et que la justice internationale, à laquelle j'adhère, ait acquitté un prévenu ou un accusé, le président Gbagbo, ne peut que renforcer l'idée que nous faisons de cette justice-là. C'est-à-dire qu'il est important que, au-delà des justices nationales qui sont souvent soumises aux exécutifs, que la justice internationale puisse être un recours pour ceux qui ne peuvent pas avoir accès devant les instances nationales. Évidemment, quand je finis de dire ça, je prends acte de ce que la Cour pénale internationale, par le ministère de ses juges, a acquitté un accusé, qui était le président Gbagbo, mon camarade syndicaliste Blé Goudé, Charles, et c'est une bonne chose. Quand on a fini de dire ça, il reste un problème politique qu'il va falloir résoudre. Comment faire pour que les dirigeants africains, des pouvoirs et de l'opposition, puissent ensemble mettre en place des institutions sur lesquelles les uns et les autres sont d'accord, dans des institutions consensuelles, qui ne sont pas regardées ou perçues par les citoyens comme étant simplement des instruments de domination de ceux qui sont au pouvoir. Et en l'espèce, on a eu l'impression que en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays africains, le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Gabon, les institutions qui gouvernent pas seulement les élections, mais l'ensemble de la vie politique et sociale, sont souvent apparaissent davantage comme étant des instruments
pour perpétuer les mêmes clans, les mêmes groupes, les mêmes personnes au pouvoir. Et du coup, la voix du peuple a tendance à se faire autrement que par les voies démocratiques. Et c'est cela que moi je combats. J'estime que nous devons agir pour renforcer la prééminence des institutions démocratiques. Parce que quand on sort des institutions démocratiques, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la violence, qui est la voie la moins bonne pour assurer la paix, la stabilité dans nos pays. Et quand on fait le lien au Cameroun, je ne vous apprends rien. que faut-il faire pour sortir du système mis en place donc, par la France-Afrique? Je n'ai pas l'impression que la réponse à cette question appartienne uniquement aux citoyens. Ça appartient sans doute aux citoyens qui, par divers moyens, par divers mouvements, les partis politiques, les organisations de la société civile, les personnalités individuellement prises, qui s'engagent, le font, pour que les dirigeants qui, de manière manifeste, travaillent pour la perpétuation du système colonial, laissent un peu la bride à ceux qui s'engagent pour que nos pays soient de plus en plus autonomes. Oui, je suis partisan de l'alternance, mais je suis partisan de l'alternance dans l'indépendance de nos pouvoirs, de nos pays. Qu'est-ce que vous aurez peut-être demandé au conseil Maurice Kamto de faire? Vous qui êtes peut-être au courant des résultats de l'élection, de la dernière élection présidentielle, pour qu'il y ait effectivement ce changement de système. C'est la première fois que je vais sans doute me permettre de m'exprimer. En tant qu'observateur des élections, je n'aime pas souvent m'exprimer sur les positions qui peuvent paraître partisanes. Mais voyez-vous, dès l'instant où il y a un ensemble d'observateurs des élections qui ont estimé qu'il y a énormément de choses à améliorer dans le système et les processus électoraux camerounais, il est tout à fait compréhensible qu'un candidat important, et pas seulement le professeur Kamto, mais d'autres candidats de l'opposition émettent des réserves par rapport à la manière et aux process tels qu'ils ont été conduits et ont abouti à la proclamation des résultats qu'on a eus. Évidemment, quand de tels résultats sont proclamés, à moi, un bon citoyen et légaliste, j'estime que j'en prends acte et j'en prends en considérant que dans la légalité, nous avons un président. Mais est-ce que chaque fois qu'on a une personnalité qui assure la légalité, cette légalité est conforme à la légitimité? Il y a une discussion, il y a un débat qui est à court, et il est important que la légalité la légalité et la légitimité fassent toujours corps pour que les interventions extérieures ne viennent pas obérer notre engagement, l'engagement des citoyens de nos pays, pour que... Comme on a vu en Libye. Comme on l'a vu dans certains pays, peut-être vous parlez de la Libye, oui, certains le disent comme ça, mais je pense que si les dirigeants libyens, en leur temps, avaient créé les conditions pour que même les groupes minoritaires qui les contestaient puissent dialoguer et discuter avec eux, il aurait été pas évident d'ouvrir la porte à des interventions étrangères. Évidemment, il est important que nos dirigeants, et j'insiste sur le terme dirigeant, que nos dirigeants créent des espaces, des conditions de dialogue et même de discussion interne dans le pays pour que personne ne se sente exclu de la possibilité de réaliser ses ambitions, les ambitions politiques, les ambitions civiques ou les ambitions même personnelles. Le problème, c'est qu'on a l'impression que chez nous, en Afrique, en général, ce n'est pas un problème spécifique au Cameroun. Quand des cadres ou des personnalités sont un groupe est au pouvoir, ils n'entendent plus le quitter. J'entends souvent un discours où on dit on prend le pouvoir pour le conserver. Mais il y a une mécanique, une méthodologie pour conserver le pouvoir de manière légitime, sans que pour que même les perdants se sentent, je ne dis pas heureux de perdre, mais reconnaissent leur défaite. Dans nos systèmes, il est difficile à un perdant de reconnaître sa défaite. Moi, j'ai couvert les élections à Douala. J'ai participé aux élections à Douala. J'ai même observé les élections à Douala en tant que membre de l'équipe de Un Monde à venir pour observer les élections présidentielles à Douala. Je n'ai pas le sentiment, au vu de ce qui s'est passé ailleurs. À Douala, on peut dire que les élections sont relativement bien passées. Mais je n'ai pas l'impression qu'ailleurs, dans certaines localités, où il a été proclamé des résultats, qu'il se soit passé effectivement des élections. Et les élections n'ont pas lieu seulement le jour du scrutin, le jour du vote. Les élections commencent par le processus d'enrôlement des citoyens, de distribution des cartes d'électeurs, de la détermination des bureaux de vote
de la localisation de ces bureaux de vote pour s'assurer que de manière ouverte, libre et pratiquement transparente, chaque citoyen qui est en capacité, c'est-à-dire qui a en âge de voter et qui est inscrit, puisse voter librement. Que s'il est dans des conditions qui demandent qu'il soit assisté, que cette assistance ne soit pas suspecte d'être un moyen d'influencer son vote. Et en cela, notre système électoral ne donne pas toutes ces garanties-là. Et une question de Linus Bouken, est-ce que le code électoral en l'état actuel est-il nécessaire d'aller aux élections législatives et municipales avec son état? Ah, précisément, je savais que cette question reviendrait. C'est un débat qui a cours. Et je fais partie de ceux qui considèrent qu'un système, on l'éprouve en le pratiquant. C'est pour cela que, quels que soient les lapsus, les défaillances du code électoral, il faut continuer à aller aux élections. Parce que ne pas aller aux élections, c'est laisser justement le terrain libre à ceux qui considèrent que, de toutes les façons, quand il n'y a pas d'opposition, quand il n'y a pas de possibilité de relever les insuffisances du système électoral, ils plastronnent en disant, en prétendant avoir été élus, et donc en accusant ceux qui ont boycotté d'avoir fait la politique de la chaise vide et de ne devoir s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est pour ça que, pour répondre très clairement à cette question, je fais partie de ceux qui considèrent que les différents groupes politiques, je ne dis pas l'opposition, je ne dis pas non plus le pouvoir, mais les différents groupes politiques et les citoyens doivent continuer à se mobiliser pour que les élections se passent de manière inclusive, transparente et ouverte. Et pour cela, le code électoral, idéalement, devrait être modifié en certains de ces aspects. Je sors d'une conférence de presse où un groupe d'observation des élections, l'organisme Savitas de Mme Kambiwa, oui, présentait le rapport de l'observation des élections, de la dernière élection présidentielle par les femmes dans le Vouri et dans certains arrondissements de la région du littoral, où ils ont, en tout cas ce groupe-là, ce groupe d'observation des élections, a relevé un ensemble de faits qui, s'ils sont exploités par les institutions en charge de l'organisation des élections ou par les pouvoirs publics qui proposent, qui font les lois électorales, on peut améliorer substantiellement le système électoral pour permettre une meilleure participation des femmes, pour permettre une meilleure participation des jeunes, pour permettre aussi un meilleur exercice de leur droit électoral par les personnes âgées et parfois très peu lettrées, parce qu'il y a une autre difficulté. Oui. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont la carte d'électeur dans les processus d'enrôlement des électeurs, mais qui, dans les bureaux de vote, ne savent pas voter parce qu'elles ne sont pas capables de lire et de déterminer de manière consciente, individuelle et personnelle. Le principe d'une bonne élection étant que le vote étant secret, chacun doit pouvoir voter par lui-même. Il faut trouver un moyen au Cameroun aujourd'hui soit de faire une discrimination positive à l'égard des femmes pour que dans les élections intermédiaires comme les élections municipales et législatives, qu'il y ait plus de femmes candidates, parce que les modalités d'investiture des candidats, à la fois dans les partis politiques et surtout dans les partis politiques, parce que le système électoral est encore contrôlé par les partis politiques, le système de présentation de candidature oui, n'est pas très ouvert aux personnalités indépendantes et autres. Oui. Il est important que les femmes qui, pour des raisons même sociologiques ou j'allais dire ontologiques, sont souvent appelées à retourner dans les domiciles ou s'occuper de la famille. Et après avoir voté, elles ne peuvent pas surveiller. Même pour les investitures, ne peuvent pas, pour les grands partis, rester au lieu où se font les tractations, où se font les élections, à des heures avancées de la nuit, ne peuvent pas participer à des réunions électorales ou des réunions internes de leur parti à des dates ou dans un certain type de date. Je prends un exemple. Quand un parti politique prévoit une réunion d'investiture, une réunion de discussion électorale le samedi après-midi, alors qu'à ce moment, c'est à ce moment qu'une femme qui est maman, qui est parent, doit s'occuper des enfants, doit s'occuper de la cuisine, doit s'occuper. Alors que le monsieur, comme moi je suis, à ce moment-là, je peux être à ces réunions sans me demander comment va se passer. Je sens que vous êtes d'accord, les femmes, ça veut dire que vous applaudissez pour ça. Donc moi je plaide pour que le dispositif réglementaire législatif qui organise les élections favorise ou crée
des distorsions positives pour qu'il y ait plus de femmes qui sont intégrées. Et il a été remarqué que plus les femmes sont dans les institutions, mieux les institutions sont humanisées. Dans notre pays, on parle beaucoup de corruption, on parle beaucoup de cette facilité qu'ont un certain nombre de responsables à partir avec la caisse. Les femmes, même s'il y a quelques-unes qui, en responsabilité, ça donne au même délit et crime, en proportion, elles sont moins nombreuses que les hommes. Et je pense que s'il y a plus de femmes dans les institutions, il y aura moins, en termes d'éducation, un peu plus d'éthique, dans la gouvernance publique. Et en cela, il est important qu'on encourage la participation des femmes, mais on n'encourage pas simplement par les discours, on n'encourage pas les actes législatifs et réglementaires. Monsieur Azebazé, Imele Mbopge qui demande est-ce que vous avez milité pour le SDF? J'ai toujours été très proche de la plupart des partis d'opposition au Cameroun, ça vraiment. Je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas parce que j'ai un parcours civique, en tout cas j'ai un parcours estudiantin et civique qui m'amène à être du côté de la réforme. C'est quoi la réforme? La réforme, c'est tout processus qui permet de remettre en cause ou d'améliorer un système sans le casser, sans perdre des vies humaines. Je ne suis pas à proprement parler un révolutionnaire, même si je suis ici au Manidem qui est un mouvement révolutionnaire. Moi, je ne me considère pas comme un révolutionnaire. Je suis un prince, je suis à l'ouest, on nous appelle les enfants de la chefferie ou des princes d'une certaine manière. Je suis même notable dans ma communauté. Mais quand j'ai fini de dire ça, je suis un notable humaniste. Je considère que toute politique qui n'est pas faite pour servir les intérêts de la majorité. Et la majorité, c'est ces citoyens qui sont exclus des cercles de décision. Toute politique qui n'est pas faite dans leur intérêt est une politique qui n'est pas tournée dans l'intérêt du peuple. Et en cela, le SDF, au moment où il se présentait comme étant le parti le plus important ou le plus représentatif des intérêts du peuple, oui, j'ai apporté mon soutien autant que j'ai pu, en tout cas en couvrant en tant que journaliste leurs activités, comme aujourd'hui, je couvre les activités du MRC, je couvre les activités du mouvement NAO, je couvre les activités du Manidem. Je suis ici au Manidem parce qu'il y a une activité politique. Je couvre les activités du CPP, je couvre l'activité de l'AFP. Il fut un temps où il n'y avait que le SDF. Aujourd'hui, à l'opposition, il n'y a pas que ça. Mais je couvre aussi les activités du RDPC. Mais dans le RDPC, je me bats autant que possible à trouver et à valoriser les personnes qui portent des valeurs différentes de ce que nous avons pris l'habitude de voir. Moi, j'entends le président national du RDPC, qui est en même temps le président de la République, dénoncer dans les discours un certain nombre de mauvaises pratiques gouvernantes. Pourtant, on n'a pas l'impression que, dans la pratique, ses collaborateurs écoutent et mettent en œuvre ces discours-là. En cela, quand je cours une activité du RDPC ou du pouvoir, je cherche à identifier dans ce giron-là ceux qui portent ou qui vont dans le sens de la réforme ou de l'amélioration de la qualité de la gouvernance dans notre pays, pour que la gouvernance soit moins critiquée et soit moins susceptible de critiques et d'attaques. Une autre question de Karine, le transit, elle souhaiterait savoir si M. Azebazé peut lui permettre d'avoir son contact. Je vous le donnerai, mais je ne sais pas si j'ai le droit de... Non, prenez la carte de visite, comme ça je vais immédiatement lui remettre. Je vais le communiquer à M. Essama et M. Essama vous le communiquez. En inbox. En inbox, s'il vous plaît. Et la carte de visite, c'est disponible? J'ai laissé les cartes de visite dans le véhicule qui m'a amené. Voilà. Je ne l'ai pas avec moi. Mais si vous voulez, en plus mon numéro de téléphone n'est pas caché. C'est le 677 52 87 57. Ouais, c'est un numéro de téléphone camerounais. On reprend une dernière fois. 677 52 87 57. Et je fais WhatsApp avec ça. À vos ordres. Et je crois que nous sommes chanceux de vous avoir ici parce que l'expertise et surtout l'approche du genre que vous avez établi tout de suite a plu à plusieurs femmes qui ont applaudi et elles applaudissent même encore. Oui, il a vraiment raison. Les femmes devraient de plus en plus s'intéresser à la politique parce que au Cameroun et partout ailleurs, les femmes ne s'intéressent pas beaucoup à la chose politique. Donc, nous invitons les femmes, nous sommes manidémistes, nous invitons les femmes à
s'intéresser à la chose politique. Au Cameroun, les femmes sont plus nombreuses. Donc, nous avons aussi un grand rôle à jouer dans la révolution camerounaise et dans la révolution africaine. Donc, et vous, particulièrement, vous êtes membre du Manidem? Oui, je suis la secrétaire aux finances du Manidem. Et vous avez, pour les élections présidentielles, quel était votre choix? Non, nous avons dit que nous soutiendrons le candidat qui adhérerait à notre programme, le programme qu'on a mis à la disposition du public et à la disposition de tous ces candidats-là. Nous avions 15 propositions au Manidem et la première proposition c'était le dépôt des armes par les sécessionnistes au Cameroun parce que c'est l'un de nos combats majeurs. Merci beaucoup. Oh, Reine, c'est juste une petite surprise qui va plaire certainement à plusieurs femmes qui admirent énormément cette beauté avec une coiffure que nous avons souvent vue sur le look de Marianne Simone et Canet. Vous êtes également au cadre du Manidem et vous avez certainement quelque chose en réaction à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la transition, l'acquittement de Laurent Gbagbo. Oui, c'est vrai que c'est un grand jour. On a même de la peine à y croire. Et qui est en train d'être célébré. On voit les plats. Voilà. On célèbre l'acquittement avec des plats, la boisson. Il y a même le vin de palme. Oui, c'est difficile la lutte. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation, surtout beaucoup de résistance. Et lorsqu'on voit aujourd'hui qu'on a résisté, parce qu'il faut dire que le Cameroun, à travers le Manidem, parce que les combats qui sont menés au Manidem sont des combats du Cameroun, on a été vraiment... Et il faut peut-être qu'on définisse le Manidem pour ceux qui nous regardent. Oui, mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Qui rejoint celui de Laurent Gbagbo. Oui, qui rejoint le mouvement de Laurent Gbagbo et qui a toujours été à côté des combats nationalistes. Parce que c'est pas seulement pour Laurent Gbagbo qu'on s'est manifesté, mais c'est une essence, à travers même le manifeste de le commandant Kissamba, on voit que le mouvement UPCiste patriote a toujours été aux côtés des combats sociaux. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est un grand jour et on pense que le camarade de Gbagbo a compris en réalité qu'il ne fallait pas qu'il lâche les mains parce que dehors, on était à ses côtés. Les Africains l'ont soutenu. Les Africains ont montré que ce sont nous, les Africains, qui devons nous libérer. On vous a vu au CP. Oui. On a toujours été présents à travers la camarade Marianne Canet, qui est la représentante des affaires étrangères du Manidem. Elle a toujours été là pour manifester notre présence auprès de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est le triomphe en réalité du combat de tous les patriotes. Parce que là, le camarade Laurent Gbagbo, nous sommes avec toi, reviens-nous, tu es déjà là, on a continué malgré que tu n'étais pas là, mais dans nos cœurs tu étais toujours présent. Le Manidem, comme on le dit, c'est l'Afrique est notre patrie, le Cameroun est notre patrie, je veux dire, et l'Afrique est notre avenir. Camarade Gbagbo, bienvenue. Afiz Zoubaïrou Ibrahim dit vous êtes très jolie. Merci. Et il y a Karine qui demande votre nom. Oui, avec plaisir. Je suis Jeanne Edwige Sogué, c'est mon nom. Disponible sur Facebook. Disponible sur Facebook. Avec quel nom vous avez dit? Non, pas sur ce nom-là. Parce qu'il faut dire qu'à côté de mon activité militante, je suis également promotrice de la culture africaine, comme vous pouvez le voir sur ma tête. J'ai représenté ici 2 nattes, mais sous forme africaine. Donc, elle peut me retrouver sur Facebook à travers le nom Koussouka. Koussouka, on va écrire ça ensemble. On va écrire ça ensemble, voilà. Princesse. Juste un instant. Elle va juste un instant pour que je retourne la caméra. Bien sûr. Et que nous puissions écrire ensemble. Voilà. Allons-y. K-U. Voilà. K-U. U. S-U. S-U. K. K. A. Fois 2 en fait. Koussouka. Voilà. Koussouka qui signifie? Ça veut dire se tresser en Swahili. Se tresser en Swahili. Tout à fait. Mais alors, ça veut dire que ce que nous voyons quand nous étions à l'école, ce genre de coiffure, ce n'est pas une coiffure qui venait du Cameroun? Si. Pourquoi? C'est pas seulement du Cameroun en réalité. Les tresses font partie de la beauté africaine. Ce sont les tresses en réalité qui assouplissent nos cheveux. Ce sont les tresses qui vont le mieux aux femmes africaines. Maintenant, à chacun son goût et ses couleurs. Il y a d'autres dames qui diront non, les tresses ça me fait mal, je préfère une mèche lisse. À chacun ses goûts.
Mais ça, ce sont des coiffures africaines. Ce n'est pas vraiment uniquement lié au Cameroun. On peut le voir au Sénégal, on peut le voir au Kenya. On le voit beaucoup d'ailleurs aussi. J'ai eu l'occasion de le voir aussi au Rwanda. Oui. Donc tout dépend de comment on s'approprie cela. Mais sur le volet politique maintenant, la dame qui voulait me retrouver sur Facebook, elle peut me retrouver sur la page du Manidem. Le Manidem, voilà. Donc, le Manidem, tout simplement. Oui, Manidem Opinion. Opinion Manidem. Je reprends. Opinion Manidem. C'est le site du Manidem. Alors, Reine, nous sommes très heureux de vous avoir parce que la femme n'a régulièrement pas souvent la liberté de s'exprimer. Ouais. Et nous voyons sur les plateaux, que ce soit sur STV, ouais. Nous vous voyons sur des sujets pointilleux. Nous avons une actualité où un préfet a perdu la vie parce qu'il était sur une demoiselle, le préfet du Onkam. Oui. Qu'est-ce que cela inspire à une femme comme vous? Oui, il faut dire que c'est pas parce quand que... on sait que la demoiselle apparemment aurait été interpellée et qu'elle séjourne dans les locaux de la police. Oui, c'est vrai que dans toutes les sociétés, il y a une dépravation des mœurs. Mais je pense que dans ce cas-ci, il ne faudrait pas forcément lier ce drame au genre féminin. Hein, parce qu'on a des cas aussi qui auraient pu arriver également à une femme. Je pense qu'ici, tout simplement, c'est beaucoup plus médiatisé parce qu'il s'agit d'une personnalité. Mais on retrouve ça tous les jours. C'est malheureux, mais ça fait partie de la société. Il y a une dépravation des mœurs et malheureusement, on assiste aussi à ça au Cameroun. Il y a Pandor qui dit qu'il ne vous retrouve pas sur Facebook. Kusuka, K-U-S-U-K-A, x2. Kusuka, vous allez me retrouver. Marco Bolidon pose la question, quel est l'avis de la reine sur les élections présidentielles qui sont déroulées au Cameroun et tout ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel? Alors, c'est une question très très délicate parce que les élections au Cameroun cette année ont beaucoup divisé. Je prends un air grave parce que cette élection, jusqu'à présent, a été l'objet de divisions de grands amis qui ne se parlent plus. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris qu'il s'agissait en réalité de construire le Cameroun. Il ne s'agissait pas d'une tribu. On a assisté malheureusement à une polarisation autour de la tribu qui a beaucoup divisé. Mais ce qu'il y a de bien aussi, pendant cette élection, on a vu que les Camerounais se sont intéressés à la chose politique. Ça, c'est bien. Et il faudrait qu'ils continuent. Donc, c'est quand on déplore, c'est vrai, on a dérivé vers une tribalisation, c'est pas bien. Parce qu'en réalité, quand on tue, par exemple, dans le nord-ouest, le sud-ouest, on ne tue pas avec une couleur. Quand la balle touche un enfant, on ne dit pas c'est un Bakweri, on ne dit pas c'est un Bamileke, on ne dit pas c'est un Sawa. C'est un Camerounais qui est tombé. Donc, les élections sont là pour évoluer, pour changer le pays. Malheureusement, on a assisté à une tribalisation et il ne faudrait pas que nous, les Camerounais, on tombe dans ce piège-là. Il faudrait que nous, les Camerounais, on continue de croire à la résistance, que ça peut changer. Ça rame, mais ça peut changer. La preuve, on a dit que Gbagbo ne serait pas libéré. On a dit que Gbagbo, c'est lui, en réalité, qui foutait la merde en Côte d'Ivoire. Mais alors, actuellement, où sommes-nous? Donc il faut résister, mais en ayant un objectif, c'est un objectif commun. Construire le Cameroun ensemble, c'est ça qui doit être notre objectif commun. Peu importe d'où nous venons, mais si nous tous on s'y met, ce sera vraiment l'idéal. La preuve, les législatives et les municipales sont en vue. Et déjà, il y a plein de Camerounais qui n'étaient même pas inscrits sur la liste électorale, qui ont décidé d'y aller. Et ça, c'est bien, parce qu'on avait 6 millions d'inscrits, mais sur les 6 millions, on a eu 3 millions et quelques seulement qui sont allés au vote. Ça veut dire qu'il y a encore un travail à faire, mais il y a une prise de conscience qui est là, éveillée par ces élections. Parlant du Conseil constitutionnel, le monsieur a parlé de ça. Oui. C'était une bonne chose que cette cour soit médiatisée. C'était bien parce que ça a permis aux Camerounais, il y a eu deux camps. Il y a des passionnés qui ont trouvé que non. La Cour constitutionnelle a montré que on a des hommes dans ce pays. Il y a d'autres qui étaient plus passionnés, qui ne croyaient plus à la chose politique, qui ont dit bah, ça ne sert à rien, c'est du bluff. Mais moi je dis c'est bien. La médiatisation a permis de comprendre qu'au Cameroun, on peut, sur le plan, je dirais, politique, mettre les choses à nu. Ça ne servait à rien de cacher. C'était bien que ce soit médiatisé, que ce soit diffusé à la CRTV et tout le monde voyait ce qui se passait. Mais la liberté, ce n'est pas dans les urnes. Il faut descendre sur l'arène.
C'est-à-dire quoi? Nous les Camerounais, que ce soit dans un arrondissement, dans un département, dans un quartier, c'est en s'organisant en bloc, en faisant des groupes qu'on peut pousser. Que ce soit le maire en passant par le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, c'est ensemble qu'on peut changer la donne et pas de manière parcellaire. C'est ce que je peux dire. Et ce qui plairait peut-être à plusieurs Camerounais qui nous regardent de la diaspora également, c'est déjà de constater que beaucoup disent, Pandore dit belle africaine, recevez mon bisou ma chère dame. Je suis honorée, merci. Il y a Martial Kamgia Kamta qui dit vous êtes une valeur, voilà, il dit courage. Merci. Il y a également Karine Sonita Kaelia qui dit j'adore votre coiffure. Alors parlons donc de votre coiffure déjà avant de revenir en politique, parce que beaucoup sont très friands de cette beauté que vous dégagez. Vous mesurez pratiquement 1m80, plus de 80 1m80. voilà, et vous avez une très grande connaissance de la vie politique au Cameroun. Est-ce que c'est facile pour d'autres femmes de votre tranche d'âge d'avoir des informations et surtout d'avoir la culture politique que vous avez quand on sait que la femme est régulièrement réduite à des travaux domestiques au Cameroun? Est-ce que vous allez même vous porter à la municipalité ou aux législatives pour cette échéance qui approche? Ce que je vais d'abord dire, c'est que quand on a un objectif à atteindre en ce qui concerne, je dirais, les catégories sociales, j'entends par catégorie sociale les jeunes, les vieux, les femmes, il faut d'abord compter sur soi-même. Si on est jeune, on doit compter sur nous les jeunes. Si on est femmes, on doit compter sur les femmes. On ne peut pas attendre que le gouvernement va venir changer, non. C'est nous qui devons donner l'impulsion. Donc maintenant, il y a, je dirais, un grand poids qui est lié à notre culture sociale en Afrique, en général, pas seulement au Cameroun. La politique, c'est pour les hommes et c'est pour les vieux. Les jeunes et les femmes, allez vous faire voir ailleurs. Excusez-moi le gros mot, mais je voudrais que vous ayez une image de ce qu'on vit au quotidien. Donc ça veut dire que quand on est jeune et quand on est femme, on se dit qu'il ne faut pas faire de la politique. Tout simplement parce qu'on a mystifié la chose. La politique, c'est la gestion de la cité. La politique, c'est si par exemple dans mon quartier, j'ai des ordures qui sont jetées pratiquement à l'entrée de ma porte, que moi et mes voisins du quartier, nous puissions nous réunir pour aller, pour dire mais attendez, merde là, on souffre, on a des odeurs nauséabondes chaque jour, on a telle route là qu'il faut arranger. C'est cette mobilisation là. Donc quand on parle de la gestion de la cité, ce n'est pas une exclusivité des hommes, ce n'est pas une exclusivité des vieux. Vous parlez également de ce qui se passe du côté du Burkina Faso, où les femmes avec le balai citoyen ont carrément pris la peine de balayer leur pays de façon citoyenne. Au Rwanda, on est déjà au niveau de la sélection des ordures. Il y a toute une sélection qui se fait. Au Rwanda, c'est d'une propriété. On se dirait on n'est pas en Afrique. Non, l'Afrique, c'est pas la poubelle. Nous-mêmes, nous pouvons nous organiser. Dans les femmes... petite parenthèse pour reprendre les mots de Zaza. Tous mes respects à cette belle, brave dame. Oui, voilà. Merci. Dans les femmes, on devrait s'engager en politique. Vous savez, moi, je suis entrée en politique, ça fait maintenant 8 années. La première fois que j'ai eu à me prononcer sur un discours politique, on dit souvent les femmes ne donnent pas leur âge. Je pourrais le donner, mais je ne vais pas frustrer des gens parce que je pense que ce n'est pas ce qui les intéresse là. Ce qui les intéresse en réalité, c'est mon avis sur la participation de la femme. Les femmes, il y a de la place. On a de la place, on peut. Il faut s'impliquer. En 2011, moi, c'est la première fois que de manière publique, je m'avance sur les sujets politiques. Je vous assure, j'ai tout écouté. Je ne trouverai jamais un emploi. Je suis fichée, je suis jeune. Mes proches étaient au bord des larmes. Je ne vous en dis pas plus. Mais c'est pour vous dire comment il est difficile d'entrer en politique. Et pourtant, les femmes, vous gérez chaque jour. Le matin, on s'occupe des enfants, non, les dames. Après, il faut apprêter leur tenue. Nous-mêmes, il faut aller au boulot pour ceux qui en ont. Là-bas, nous allons là, elles sont là. Tu les vois, l'enfant est couché là au sol, là, sur le tapis, là. Mais elles vendent les bananes, le maïs, le macabo. Elle est en train de faire quoi? Elle est en train de gérer. C'est ça, la politique, c'est pas la magie, mes sœurs. Donc, on peut, toutes les femmes peuvent s'engager. Et pas peuvent, doivent s'engager en politique. Comme Simone Gbagbo. Oui, Simone Gbagbo, quand diront qu'elle est à côté de son mari, mais c'est pas vrai. Toute femme a la possibilité de s'engager en politique, comme toute femme pourrait se dire ok, je vais aller chercher un emploi, ok, je vais aller améliorer mes conditions de vie. Participer à la politique du pays, c'est participer à l'évolution, à la vie, au changement du quotidien. C'est ça qu'on doit comprendre. Concrètement, comme la question bien sûr de Martial Kamta, oui. Beaucoup de courage, ma grande, pardon, est-ce que vous allez aider les femmes et les autres femmes à sortir pour résister?
Moi, je dirais, je n'attends que ça. Mais seule, je suis impuissante. Il faut dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas donner un discours idéaliste. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on résiste. Vous avez vu, on a résisté face à Gbagbo. Ça a donné quelque chose. Vous avez marché, puisque je cite encore Marianne Simone Canet, qui fait de grandes choses du côté de la France. C'est l'union qui fait la force. Oui. C'est l'union qui fait la force. Elle m'a beaucoup soutenu quand j'étais en prison. Voilà. Marianne Simone Canet, que nous saluons comme ça dans cette vidéo. Et nous lui disons encore reine, c'est comme ça que je l'appelle, la reine Simone Canet. Et il y a une école de formation politique qui s'appelle Zinga, au Manidem, dont les femmes... ça vous dit venez, 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 nous attendons. Et peut-être toutes les femmes qui viennent au Manidem peuvent aussi avoir la chance d'avoir la coiffure comme la vôtre. Ça coûte combien? Est-ce que ça coûte cher? Non, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. On a des coiffures de 3 000, on a des coiffures de 5 000. Ce que vous avez par exemple là, ça coûte combien? Je ne vais pas frustrer les gens. Je préfère qu'on en discute sur Kusuka. Ok, Kusuka qui peut répondre au numéro de téléphone. 681. Oui. 182. 182. Oui. 919. 182. Oui, 182. 919. Et 919. Voilà. Kusuka, 919. 919. Oui, c'est bien sûr l'adresse pour retrouver Kusuka. Kusuka, d'une reine qui donne énormément envie à ceux qui sont mes amis Facebook de ne pas quitter parce que vraiment ça ne fait que ça. Toi-même tu fais un combat, hein. Ah, merci beaucoup la reine, merci beaucoup, merci beaucoup. La vulgarisation des luttes au quotidien, c'est bien. Ça permet aux compatriotes de comprendre qu'on a besoin de tout le monde. Et ça, il faut beaucoup d'endurance. Et surtout, ça me permettra de mettre sur une place publique un monument comme le tien, parce que le délégué avait mis le monument d'une blanche à Bonacqua, moi que jusqu'à présent, il me doit 1 an de prison. Vous voyez, le délégué Ntonin me doit 1 an de prison. Il avait mis le monument d'une Française, soi-disant qui demandait les excuses. Et moi, je crois que si j'avais eu la chance d'avoir ton monument, parce que je vous rappelle qu'elle est très belle, très très belle, et véritablement... C'est l'occasion peut-être de dire un dernier mot, voilà. Ben moi je suis ravie parce qu'on a cette chance-là que nos ancêtres n'ont pas eu, c'est-à-dire de toucher plusieurs personnes en 1 seconde. Vraiment, le numérique, c'est une chance qu'on a. Donc, je dis merci déjà aux camarades, je l'appelle ainsi. C'est un honneur. Merci de nous avoir donné cette opportunité. Non, et vraiment, n'hésitez pas. Mes amis, à l'occasion surtout de la commémoration de Ernest Ouandié, le grand camarade Émile, que vous avez organisé également en couplet. Une manifestation visant à honorer la mémoire de Ernest Ouandié, le camarade Émile. Est-ce qu'on peut avoir la quintessence ou le résumé, vous qui êtes au cadre du Manidem, de ce que vous pensez de cette commémoration, de cette date du 15 janvier 1971? Oui, c'est un grand jour, pour tous les camarades UPCistes, patriotes en particulier, mais je dirais pour tout le mouvement nationaliste, excusez-moi. C'est là. Excusez-nous. Donc, je dirais que c'est un grand jour, pas uniquement pour les UPCistes, mais pour le mouvement nationaliste africain. Parce qu'il faut dire que Ernest Ouandié a représenté, je dirais, la dernière résistance au Cameroun, quand vraiment le maquis était à son plus fort, et il avait le choix. Il avait le choix, soit de donner sa vie, soit de résister. Et de résister malheureusement contre des forces auxquelles il n'avait plus assez de puissance, mais il a préféré donner sa vie. Il s'est dit, le sang des patriotes est une semence du patriotisme. Vous me tuez aujourd'hui, il y aura 10 000, 15 000 Ouandi demain. Et je pense qu'après cette mort du 15 janvier 1951, 71, merci du camarade Émile, on voit que bien après, il y a eu plusieurs résistances qui ont tenu. Ça montre bien que la résistance n'est pas liée forcément à une personne, mais c'est un leader qui montre le chemin à suivre malgré les difficultés. Parce que je dirais, je ne vais pas cesser de le répéter, la lutte, c'est beaucoup de sacrifices. Mais on tient parce qu'on a vu le combat qu'ils ont mené pour ce pays, pour qu'on soit ici où on est aujourd'hui. Et c'est justement en reconnaissance de ce combat que lorsqu'on voit la division au Nozo, on se dit non, merde, c'est pas possible. Le sang qui a été versé pour que nous soyons unis,
on ne peut pas accepter que maintenant, le Cameroun retourne encore 50 ans en arrière dans la division, en versant ce sang. Quelle serait la meilleure option, vous qui êtes femme du Manidem, quelle serait la meilleure option pour que cette guerre du Nozo s'arrête? Vous imaginez bien, c'est pas pour écarter les hommes. Les femmes sont encore plus sensibles parce que la fibre maternelle, de voir tous ces enfants qui sont tués, qui tombent tous les jours, c'est très difficile. Nous, au Manidem, ce qu'on a proposé, on le propose depuis d'ailleurs, parce que les élections sont une grande étape dans la vie politique d'un pays. Mais les élections dans une dictature apaisée comme la nôtre sont loin d'être la panacée et la résolution aux problèmes. Le dialogue, on en a parlé. On a même dit les élections, ça ne servait à rien, on continuait de le dire. Ce qu'on a proposé, c'était déjà d'arrêter les hostilités. C'est-à-dire quoi? Un cessez-le-feu unilatéral. Parce que quoi? Cette crise a créé des bandes armées non sécessionnistes. Parce qu'il y a des sécessionnistes, mais il y a également des bandes armées non sécessionnistes. Nous, ce qu'on proposait, c'est que toutes les bandes armées, sécessionnistes ou non, déposent les armes afin qu'on puisse même déjà parler de ce dialogue-là. Parce que tant qu'il n'y a pas de dépôt des armes, en réalité, l'issue est très compromettante. Est-ce que vous avez l'impression que ce sera entendu lorsqu'on entend le président Paul Biya dire que si les entrepreneurs de guerre ne lâchent pas prise, il va demander qu'on les neutralise? Est-ce que vous avez l'impression que c'est entendu? Malheureusement, ça a mis de la poudre au feu, je peux dire ainsi, parce que les gens se sont sentis menacés et surtout pas écoutés. Se sont dit, ah ben tiens, ça veut dire que là maintenant on passe au bâton, la carotte. Donc vous sanctionnez le discours de Paul Biya par... À ce niveau-là, oui, je le sanctionne, parce que c'était pas ce qui était le mieux approprié. Ce qu'on devrait faire toujours, c'est toujours promouvoir et encore promouvoir ce dialogue. C'est ça qui va nous permettre réellement de sortir de la crise. Vous pensez maintenant, que Paul Biya est incohérent lorsqu'il dit qu'il est un supplicateur de la paix pour l'affaire Bakassi et maintenant par rapport à l'affaire du Nord-Ouest, Sud-Ouest, il demande toujours qu'on menace les... Vous savez, Biya est dans son rôle. C'est le pouvoir régalien de l'État. Il est dans son rôle. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est en pleine crise, on ne choisit pas les acteurs de la crise. On ne choisit surtout pas avec qui on négocie pendant la crise, parce que la crise s'impose à nous. En pleine crise, on ne choisit pas. On fait des compromis, on fait de la négociation. Et c'est ça qu'il est temps, je pense, que l'État comprenne qu'on doit négocier, parce qu'on n'a pas choisi ses interlocuteurs quand on est en pleine crise. Et si on arrive à négocier, je pense qu'il y aura une meilleure issue. Parce que l'armée, elle est aussi dans son rôle. Hein. L'armée, elle est là pour protéger. Donc, et elle doit aussi prouver son salaire. On peut dire ça ainsi, mais surtout, je veux que les gens comprennent qu'il ne faudrait pas qu'on soutienne le maintien des armes par les bandes armées. Non, il faut qu'on condamne ça. Parce que si on condamne ça, nous, le peuple camerounais, de manière ferme et audible, les gars vont se sentir non soutenus. Mais pour le moment, on a l'impression que nous soutenons la continuité du maintien des armes. Et pourtant, ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Reine, nous sommes très heureux. À bientôt. Et surtout, merci nous savons de nous avoir que écoutés. Le Manidem est un centre de formation, vous l'avez dit. Certainement, plusieurs qui nous regardent, plusieurs qui viennent de la diaspora pourront venir dans cette unité qui s'appelle... Le centre de formation ou le parti? Le centre de formation... Zinga. Zinga. Comme Anna Zinga. Voilà, et c'est vous qui êtes certainement la... Ah, pas la formatrice, hein. Je fais partie. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a des formateurs, mais moi je suis tout simplement les pas. Mais venez les dames, je vous accueillerai avec plaisir et beaucoup de courage. La reine Kusuka, bien sûr, me donne l'occasion de vous annoncer. Ce soir, je viens de voir un message WhatsApp de M. Serge Alain Autou qui confirme ma présence ce soir sur Equinox Télévision, Equinox Soir, donc je serai là-bas pour parler également de la reine Kusuka et de tout ce que nous avons eu à partager ici. Je vais arrêter pour entrer en conversation avec Serge Alain Autou. Merci encore à tous ceux qui vont me regarder à partir de 19 h sur Equinox Télévision, Equinox Soir, et ça sera sur le plateau pour rendre hommage non seulement à Ernest Wandi, le grand camarade Émile, mais également je serai ce soir sur Equinox pour parler de l'acquittement de très grands Laurent Gbagbo, camarade Blé Goudé également, qui du côté de la Côte d'Ivoire vont bientôt être libérés. Merci beaucoup encore et restez scotchés à la page Facebook de Sam André Blaise.